5 contre Ward. Semaine, Tipu. 20 tirs. Élevé! Pour Kevin Veilleux. Veilleux, belle montée. Coupe par la plaisir. Vince Chiasson, encore une fois. Il va de la même pointe et cette fois, il réussit à marquer. Olivier! C'est tiré! Échappé! Dans le gardien, il est quel arrêt d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à La Source LNH, la balado officielle de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Philippe Desrosiers, des Éperviers de Sorel-Tracy. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ça va bien. J'ai eu des petits soucis, là, un peu de technologie avant qu'on soit à live. Donc, je suis dans mon cellulaire là, avec vous ce soir. Oui, je pense que... Y a-tu de l'écho quand je parlais? Non, ça va. OK. Non, moi, je t'entends correct. J'espère que c'est correct ou également pour tout le monde là, qui nous écoute en ce moment. Je vous salue d'ailleurs. Vous nous ferez signe dans le chat si jamais. Mais ouais, donc, bon show ce soir. On a un invité de marque, comme on pourrait dire. Philippe Desrosiers, le gardien des Éperviers, mais aussi un des... c'est toujours le fun quand il y a des joueurs là, de gros calibre qui ont joué du gros hockey, qui ont des bons, disons, pédigrés qui arrivent dans la Ligue, des choix de repêchage à la Ligue nationale, qui ont touché à la Ligue nationale également. Donc, je pense que ça va être le fun là, de s'entretenir avec Philippe Desrosiers. Sinon, si on fait le tour des nouvelles de la semaine, pour commencer... Je t'arrête, Dave. Et voilà. C'est vite sa gâchette. Mais ouais, donc les nouvelles la semaine, donc il y a l'article qui est paru hier là, de la Ligue sur les foules. Je pense que c'est le fun de voir les gens sont au rendez-vous. Les gens sont en rendez-vous. J'ai regardé aussi un petit peu les commentaires là, avec la question qui était posée. Puis merci à Samuel Busque là, qui nous a fait un shout-out dans les commentaires, toi puis moi. Mais à part de ça, je pense que qu'est-ce qui revenait le plus, c'était vraiment la qualité du hockey. La raison pourquoi les foules sont si bonnes en début de saison, puis sont en la hausse dans la Ligue nord-américaine, je pense que c'est la qualité du hockey, puis également le fait que, disons, de nos jours, le rapport qualité-prix est quand même très, très élevé dans la Ligue nord-américaine. Parce que les billets partout à travers la Ligue, là, c'est aux alentours de 20 $, mettons le billet. Puis pour le sport qu'on peut faire, ça en vaut vraiment la peine, là, surtout si on compare aux autres choses, aux autres produits qui s'offrent. Donc, je pense que c'est le fun de voir aussi un peu la réponse des gens par rapport à ça. Mais j'espère que ça va continuer. C'est sûr que là, il y a deux rencontres les jeudis là, cette semaine. On sait les jeudis. On n'aura pas peut-être les mêmes foules que les vendredis. Peut-être la moyenne va baisser un petit peu en fin de semaine, mais j'espère que ça va se poursuivre là, tout au long de la saison, de voir des belles foules comme ça. Est-ce que tu avais peut-être quelques chiffres là, qui sortaient de cet article-là pour les gens peut-être qui ne l'ont pas vu à la maison? À travers la Ligue, cette saison, augmentation là, globale de 27 au niveau des assistances par rapport à l'année dernière. Puis le 27 je tiens à spécifier aussi qu'il est indiqué que c'est rien contre les bâtisseurs de Montcalm, mais qu'on excluait les bâtisseurs parce qu'on sait que c'est des données un petit peu aberrantes au niveau des chiffres parce que c'est une équipe d'expansion qui avait des foules pas tout le temps. On a un petit peu de misère au niveau des foules l'année dernière là-bas. Donc, on compare vraiment les 6 clubs de cette saison avec les 6 clubs de l'année dernière. C'est une augmentation là, de 27 Donc, la moyenne l'année dernière à travers la Ligue pendant la saison des 6 équipes, c'était 1248 spectateurs. Puis là, depuis le début de la saison, on est à 1590 à travers la Ligue. La plus grosse moyenne, Jonquière, quand même très impressionnant avec un 2352 spectateurs en moyenne par match. Saint-Georges aussi qui se tient au-dessus du 1700, c'est assez impressionnant. Les 3L, puis les Éperviers qui se tiennent proches du 1500 quasiment. C'est sûr que la grosse foule des Éperviers de 1800 a aidé la semaine dernière. Même les Pétroliers, 1342.
Et l'Assurancia, le 1199, donc pratiquement 1200. Donc, il n'y a pratiquement pas d'équipe en bas de 1200, ce qui est quand même assez impressionnant. Parce que quand on regarde l'année passée, il y avait 4 équipes sur 6 que la moyenne à la fin de la saison est en bas de 1200. Donc, présentement, on en a pratiquement pas. Là. Donc, c'est vraiment le fun à voir. Puis, comme j'ai dit, j'espère que ça va se poursuivre tout au long de la saison, mais c'est le fun comme article de voir ça. Et la question a été posée également là, dans la publication de l'article sur quelles étaient les raisons, d'après vous, là, les fans, si ces moyennes-là là, sont si excellentes depuis le début de la saison. Et il y a également là, un petit sondage là, sur Instagram où vous pouvez vous rendre, là, si vous êtes abonné à la page de la Ligue, pour pouvoir voter là, pour les 4 choix, pour les 4 réponses. Ouais. Donc, sinon, si on se transporte pour les nouvelles, la Ligue, ça n'a pas bougé tant que ça. Par contre, il y a quelques petits trucs intéressants. Les marqués ont annoncé la signature de Luc Leclerc. Donc, Luc Leclerc, un homme fort, là, joué un peu avec les pétroliers puis les bâtisseurs l'année dernière. Donc, va être là en renfort. On sait qu'il y a encore... dans le fond, on a échangé Hubert Poulain la semaine dernière, donc peut-être qu'on voulait avoir un petit peu plus de profondeur à ce niveau-là. Ensuite de ça, bien, il y a quelque chose d'un peu intéressant. Tedford n'ont pas sorti les trompettes trop pour l'annoncer, mais Thomas Bellemare qui a joué en fin de semaine, donc un retour au jeu. Honnêtement, je ne veux pas spéculer non plus. Est-ce que c'était, on le sait, Tedford est arrivé à Rivière-du-Loup vendredi il manquait vraiment beaucoup de joueurs là, dans l'alignement. Donc, est-ce que c'était simplement là, pour rendre un service du côté de Thomas Bellemare là, pour le dépanner s'il manquait, puisqu'il manquait des joueurs, ou est-ce que on va rejouer un petit peu cette saison? Ça reste quand même à voir. Mais c'était le fun de le voir en uniforme. Il a quand même été sur la glace, là, pas juste rester sur le banc. Également, du côté de Ted Furman, Étienne Boutet qui a occupé d'une suspension d'un match en fin de semaine sur une mise en échec, un coup de coude qui a été, je pense que c'était vendredi soir à Rivière-du-Loup. Puis, sinon, on en parlera peut-être plus après l'entrevue, là, mais les courses, la course du meilleur buteur, c'est déjà le fun en début de saison. Là. Il y a plusieurs joueurs là, qu'on connaît des débuts de saison canon au niveau début. On pourra en parler un peu. Même chose au niveau des points. Il y a un visage familier là, qui est en train de se démarquer encore une fois en début de saison. On pourra en parler, là, mais qu'on fasse le retour sur les matchs. Finalement, les 3 étoiles la semaine. Vite, parce que ça sortit un petit peu avant le podcast, mais 3e étoile, Anthony Verret du Cool FM. 2e étoile, encore une fois, un joueur du Cool FM, Benjamin Lagarde. Et la 1re étoile, Étienne Onpoty, le gardien des 3L de Rivière-du-Loup. Donc, des bons matchs. Je pense Anthony Verret, c'était 2 buts de passe dans le match de vendredi. Un tour de chapeau pour Benjamin Lagarde. Et Étienne Monpetit là, qui a gagné le match à Jonquière, donc sur la route pour les 3L samedi soir. Victoire de 4-1, bloqué 36 de 37 tirs. Exact, donc grosse performance là, pour Étienne Monpetit qui se mérite la première étoile. Puis c'est le fun pour les 3L en ce moment. Tristan Cazenave aussi connaît des bons moments par les temps qu'il faut. Le gardien qui livre la marchandise. Yes. Est-ce que tu avais d'autres nouvelles pour nous, Dave? Non, ça fait le tour, donc c'est ce que j'avais. J'avais une petite nouvelle, moi, d'abord. Cette semaine, là, il y a un ancien joueur là, de la Ligue nord-américaine et de la Ligue professionnelle avec John Hewitt Jr. Là, qui est décédé malheureusement à 46 ans. Donc, j'aimerais offrir mes sympathies là, à la famille et aux amis. Les circonstances n'ont pas été dévoilées, mais étaient très appréciés de tous là, sur les réseaux sociaux. Là, j'ai vu quand même quelques anciens là, comme Steve Bossé, Louis Bédard, Francis Gourdeau, qui ont exprimé là, leur sympathie à la famille et aux amis. John Hewitt qui a joué pour la mission là, de Saint-Jean, les Prédateurs de Granby, avait joué avec le paramédic du Saguenay, mission Sorel-Tracy dans la Ligue nord-américaine. Donc, ça, il avait terminé sa carrière, je crois, en 2008.
Et à souligner là, un fait là, quand même, en 2014, avait secouru là, une femme et son enfant dans un accident d'auto sur la route. Là, avait fait la une là, quand même dans les nouvelles dans sa région de Brandon au Manitoba. Ouais, donc, ouais, merci d'en parler parce que oui, j'allais l'oublier. John Hewitt, 72 parties en carrière dans la Ligue nord-américaine, donc une panoplie de minutes de pénalité avec ça. Mais moi, je me rappelle, quand il a joué à Sorel Tracy, j'avais quoi, 13-14 ans peut-être. J'ai vraiment des bons souvenirs. Là. Il avait fait la job, comme on dit, puis je me rappellerai toujours, c'est sûr que c'est du folklore là, dans le temps, là, la fois qu'il y avait une mêlée générale puis qu'il n'était pas habillé cette soirée-là, puis il était descendu habillé en civil, comme on dit, pour y participer pendant que ça patinoire. Donc, c'est du hockey comme dans le bon vieux temps, on va dire, en guillemets, mais ouais, mes sympathies là, à toute la famille. Puis je garde des bons souvenirs là, de John Hewitt dans le temps qu'il jouait à Sorel Tracy. Animer la foule là, plus d'une fois à son tour, là, ça c'est certain là-bas. Yes. Je vois Danny Charrette qui écrit « Salut les boys, un peu de retard, j'ai cuit du bon chevreuil. » Donc, super. Donc, je crois que ça clôt là, le segment de la première période là, pour les nouvelles à travers la Ligue. Est-ce qu'on est prêt à y aller là, avec notre invité de ce soir, Philippe Desrosiers? Yes, let's go. Salut Philippe! Salut les boys, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, très bien, très bien. Yes, merci de nous joindre là, sur le podcast. Là. J'espère que c'est les fans de la Ligue qui vont être contents d'en apprendre un peu plus là, sur le nouveau gardien des Éperviers. D'entrée de jeu, comment ça se passe? Pas trop déçu là, de ton choix là, de t'être amené à Sorel. Comment est-ce que ça se passe en début de saison? Là? Non, pas du tout. J'adore mon temps à Sorel. Je pense que les boys m'ont bien accueilli dans la chambre. Jusqu'à date, je suis vraiment content. J'ai beaucoup de plaisir. Un peu ce que je recherchais, là, que j'avais un peu perdu avec le hockey de professionnel. J'étais un peu fatigué, disons. Fait que, là, je suis content. Puis en plus, on a une bonne équipe. Là, fait que c'est vraiment le fun. Puis, pour les gens qui ne savaient pas, je pense que tu en as un petit peu de. Je pense que le lien qui t'a amené un peu vers les Éperviers, je pense que le capitaine André Boulet a aidé beaucoup au processus de recrutement. Oui, exact. Dans le fond, André, c'est mon beau-frère, dans le fond. Fait que on a tous les deux, on sort avec les deux sœurs. Là, fait que c'est très le fun. Puis, dans le fond, moi, j'ai connu André ma première année dans la East Coast en Idaho. Là. Il m'a vraiment pris sous son aile. Il m'a un peu montré comment ça marchait. À ce moment-là, moi, à 20 ans, je n'avais pas vu grand-chose. Je parlais pas trop anglais. Puis, je pense pas que j'avais bu de bière non plus dans ce temps-là. Là. Fait que il m'a vraiment montré comment que ça marchait. Puis, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Puis, on est resté proches. Puis, ensuite, il m'a un peu montré comment que ça fonctionnait, puis tout ça. Fait que il m'a présenté sa belle-sœur. Fait que je suis comme tombé en amour avec. Fait que, fait que là, on est dans la même famille. Fait que c'est bien le fun. Oui, ça l'aide aussi. Parfait. Bon, content que la transition, là, ça aille aussi bien jusqu'à présent. Donc, on va revenir un petit peu aussi faire le tour de ta carrière. On va parler aussi des Éperviers là, de la saison un peu, puis qu'est-ce qui t'a amené à Sorel peut-être plus en profondeur. Mais on va aussi passer un petit peu en revue ton parcours, parce que je pense que tu as un des parcours là, les plus intéressants là, des joueurs, surtout ceux qui sont arrivés cette saison dans la Ligue nord-américaine, puis même dans la Ligue nord-américaine en général. Donc, pour débuter, je voulais savoir quand tu t'étais fait repêcher par Rimouski, comment est-ce que ça a été, puis comment est-ce que ça a été ton développement là-bas? Quand est-ce que, disons, que tu as un peu commencé à comprendre que tu étais dans l'élite des gardiens juniors, là, puis que ça t'a amené là, à même jouer pour Team Canada, là, les moins de 18 ans? C'était comme un peu ton parcours là, quand tu étais dans ces genres-là? Ouais, dans le fond, je me suis présenté à 16 ans à Rimouski.
J'ai pas fait l'équipe. À ce moment-là, il y avait 2 bons gardiens, Jacob Gervais-Chouinard puis Carl Ozian. Je pense qu'il y avait un bon duo à ce moment-là. Fait qu'ils m'ont retourné midget 3, mais où j'ai pu vraiment travailler sur ma game puis développer mes skills, mettons. Fait que, ensuite, à 17 ans, je suis monté. Puis on avait vraiment un bon noyau là, avec Samuel Morin, Frédéric Gauthier. C'était des bons jeunes de 17 ans qui arrivaient. Fait que on savait qu'on avait une bonne équipe. Puis Serge Beausoleil, il était quand même assez dur avec moi, mais il savait que j'étais capable d'en prendre dans le sens que il était demandant, mais je répondais bien. Fait que une année, j'ai connu beaucoup de départs de suite, puis ça m'a donné beaucoup de confiance. Puis malheureusement, on a été éliminé tôt, en première ronde contre Gatineau, je pense, si je me rappelle bien. Puis ils m'ont appelé pour Team Canada, puis c'était vraiment une surprise parce que je me voyais pas nécessairement là. J'avais jamais été dans le programme ou quoi que ce soit. Fait que je suis allé là-bas. J'ai vu la chance de jouer avec Connor McDavid, qui était vraiment à ce moment-là déjà très, très puissant, là, avec 15 ans, mais il dominait. Fait que, puis on a gagné la médaille d'or. Puis fait que c'était vraiment, c'est comme propulsé un peu, si on veut. Puis pour le repêchage, après ça, je suis sorti deuxième ronde puis à Dallas. Fait que c'était vraiment une saison incroyable. Puis après ça, en retournant à Rimouski à 18 puis à 19 ans, on avait encore un bon noyau. Puis on est allé chercher des gros joueurs comme Clapperton, puis on avait Alexis Loiseau. Puis on a réussi à gagner la Coupe du Président ma dernière saison à 19 ans. Là, fait que c'était vraiment, vraiment super. Tu as fait un petit peu des fast-forward là, sur la carrière junior, là, mais tu as abordé le repêchage. Est-ce que tu peux nous parler là, comment a été spécial cette journée-là? Ouais, dans le fond, toute ma famille, on était à New Jersey cette journée-là. C'était un peu spécial. Cette année-là, c'était un repêchage en une journée. Fait que ça a été une grosse journée. Je m'attendais pas à être première ronde. J'avais aucunement l'intention de sortir en première ronde, mais je restais attentif. Puis là, quand la deuxième ronde a commencé, je me rappelle, là, c'était autour de Dallas. Puis moi, j'avais eu une rencontre avec Dallas, mais jamais j'aurais pensé qu'il m'aurait pris. Fait que je me souviens, j'étais en train de chercher de la gomme dans la sacoche de ma mère. Puis j'ai entendu de Rimouski Philippe Desrosiers. Fait que c'était comme une surprise. Aussitôt aussi, je m'attendais vraiment pas à sortir si rapidement. 54e vraiment... en deuxième ronde par les Stars de Dallas, là, pour ceux qui, à la maison, nous écoutent. Oui, exact. Fait que vraiment, je dirais, la plus belle journée de ma vie au niveau du hockey, là, c'était vraiment un rêve devenu réalité. C'était tellement de travail, puis de vivre ça avec ta famille, c'est vraiment, vraiment le fun. Mes parents ils ont toujours été super avec moi, ils m'ont toujours supporté, puis ils m'ont vraiment bien entouré. Là, fait que je suis vraiment content. Puis j'étais content de vivre ça avec eux aussi. On a reçu plus tôt cette saison au podcast Dylan Labbé, qui lui aussi était au New Jersey, s'était fait repêcher cette année-là. Lui, il nous a dit qu'après le repêchage, tu allé célébrer à New York un petit peu, là, vu que c'était à New Jersey, là, tout à côté. Toi, est-ce que tu as eu la chance aussi un peu d'aller célébrer cette grande journée-là? À ce moment-là de ma vie, j'étais vraiment pas un grand gars de party, mettons. Là. Fait qu'on a juste été souper en famille, puis je pense qu'on était une vingtaine à peu près, puis c'était vraiment, vraiment le fun pour ça. Mais on n'a pas festoyé, on s'est pas saoulé ou rien de ça. Là. C'était vraiment low profile. Je suis retourné le lendemain chez moi, puis j'étais juste fier de ça. Là. Est-ce que tu pensais, est-ce que tu avais un cue que c'était Dallas qui était intéressé par toi? Est-ce qu'il y avait d'autres équipes que tu pensais peut-être te retrouver ou c'était une surprise totale? Personnellement, moi, j'ai toujours cru que les Canadiens allaient me prendre. Là. Il y avait comme deux choix au début de la deuxième. Puis j'avais eu vraiment une bonne entrevue avec eux. Puis je trouvais que ça coulait. Puis en tout cas, finalement, Zach Fucal, il a glissé jusqu'en deuxième ronde. Puis ils l'ont pris parce qu'il avait tellement un CV incroyable dans le hockey junior, dans le sens qu'il avait tout gagné. Puis c'était vraiment le choix à sélectionner à ce moment-là. Fait que, au final, ça a donné que c'est Dallas, puis c'est correct aussi. Je connaissais pas tellement de choses sur les Stars. Moi, grandissant à Saint-Hyacinthe, c'était pas les Stars mon équipe, là, mettons. Là. Fait que quand je suis arrivé là-bas, j'ai pu voir c'était quoi vraiment le Dallas puis le Texas, puis j'ai vraiment adoré ça là-bas. Là. Ça a été un petit choc culturel, le sud des États-Unis puis le Texas, arrivé là, petit gars encore ado.
Ouais, c'est sûr que. Mais tu sais, on était bien encadré, là. Je pense que l'organisation de Dallas est bien pour ça, là, avec Jim Neal, là, qui est très sharp. Il était à Détroit avant, tu sais, on sait qu'il est comment qui est pour développer les jeunes, là. Fait que c'est quand même assez facile, je dirais, là, tu sais. J'étais j'étais plutôt. J'étais pas trop stressé. Puis j'avais d'autres Québécois avec moi. Il y avait Rémi Elie, puis il y avait Maxime Lagacé là, qui était là aussi. Puis ça a bien été aussi. Même il y avait Étienne Boutette là, qui était là, je me rappelle, là, qui avait comme. Il y avait comme un essai, je me rappelle plus trop, hein, avec l'équipe. Là. Fait que, on était les 4 Québécois, là, puis on a eu bien du fun. Mais là, tu disais que tu as côtoyé l'élite, là, peut-être U18 au Canada. Tu as pu aller là, par la suite au camp des Stars de Dallas. Tes premiers camps, comment ça s'est passé? T'es-tu arrivé là avec ton chapeau de cowboy et tes bottes? Ou, Non, 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 pas du tout. Je me rappelle, la première soir, j'ai soupé avec Sergey Gonchar, puis Ray Whitney. Fait que là, j'étais comme, man, c'est vraiment bizarre. Tu sais, ça parlait d'enfants. Moi, j'avais 18 ans. J'étais comme, man, on dirait que je suis dans une ligue de garage. C'était vraiment bizarre. Après ça, le lendemain, on pratique. Là, je vois, il y a des tables de massage. Je vois, wow, c'est incroyable, on allait me faire masser. Tu sais. Fait que là, je me faisais masser. Puis là, il y a Eric Cole qui est là. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais, man? À 18 ans, je me faisais pas masser. Là, t'as pas le droit, là, de dégage. Là. Fait que là, j'étais, oh boy. Ah, Tu sais, des petites affaires que tu sais pas trop. Là, tu sais. Ouais. Fait que là, j'étais, oh shit. Tu sais, quand t'es jeune puis t'es un peu naïf, tu penses que je suis dans la NHL, j'ai le droit d'être là, tu sais, mais dans le fond, il y a comme une hiérarchie à respecter, puis je l'ai compris assez vite. Là. Puis Ryan Whitney, as-tu collecté des informations pour ses podcasts par la suite? Non, non, c'était pas Ryan, c'était Ray. Ray Whitney. Ray Whitney, qui est un bon vétéran là, dans la Ligue nationale à ce moment-là. Ouais. Yes, ouais. Puis là, ensuite de ça, il y a quelque chose, je l'ai revenu aussi quand Seb a dit que tu as fait un petit fast-forward. Quand tu as joué pour Team Canada au championnat des moins de 18 ans, je pense que le tournoi, c'était à Sochi, donc l'année avant qu'il y ait les Olympiques là-bas. Est-ce que vous avez joué au même endroit où il y a eu les Olympiques l'année suivante? C'était comment ça? Oui, exact. En fait, c'était comme un espèce d'essai là, avant les Olympiques. On testait l'aréna puis tout ça, les infrastructures. Fait que c'était pas pire, c'était vraiment différent là, du Canada. Là, la Russie, on ne se le cachera pas, là, c'est différent d'ici. Là, c'était une expérience, mais j'ai bien aimé ça. Puis on avait une bonne équipe avec McDavid, beaucoup de gros joueurs, Morrissey, Bowie, tout ça. Là, fait que beaucoup de plaisir là-bas. Là. Ouais. C'est quoi le plus gros choc culturel, la Russie ou le Texas? La Russie, bien évidemment. Là, surtout la bouffe, là, je trouvais vraiment. Moi, j'étais quand même assez difficile à ce moment-là. Là, fait que je trouvais pas que c'était super, mais on a quand même passé quasiment 3 semaines là, en Russie. Fait que puis le décalage horaire, on n'avait pas nos cellulaires. Fait que ça, Oh. OK. Parfait. Puis, donc, ensuite de ça, ton temps à Dallas, tu as quand même passé plusieurs années là, dans le club école à Dallas, dans la AHL, puis dans le fond, faisant partie là, des meilleurs prospects de l'organisation. Parle-nous donc un peu de comment ça se passait. Est-ce que des fois, il y avait un peu de frustration? Parce que je sais que dans ce temps-là, tu sais, tu avais vraiment des bons chiffres. Quand on regarde tes statistiques, c'était vraiment des super chiffres, mais je sais que dans ce temps-là, c'était Kari Lehtonen et Ben Bishop, je pense, qui étaient en haut, puis ils jouaient 81 matchs sur 82, les deux. Il n'y avait comme pas vraiment trop d'opportunités. Parce que souvent, quand on est gardien, ça prend peut-être une blessure ou des contre-performances, mais tu étais un très bon prospect, j'ai l'impression, dans une organisation où malheureusement, le temps où tu étais là, il n'y a comme pas eu d'ouverture. Toi, comment est-ce que tu as vécu ça, tes premières années pro? Ouais, je l'ai trouvé un peu dur. La première année que je descends dans East Coast, c'était correct aussi, là, à 20 ans. Je pense que tu as besoin de comprendre un peu comment que ça fonctionne, le professionnel, puis de voir beaucoup de shots. Puis je suis arrivé à Idaho, qui est vraiment une ville, en Boise, là, en Idaho, qui est vraiment incroyable. C'est une ville universitaire que j'ai adoré, que j'habiterais là n'importe quand. On est traité vraiment comme des rois, on voyage en avion, tout ça. C'est pas nécessairement coutume dans la East Coast là, en tant que tel. Là. Fait que ça, c'était le fun. Après ça, ma deuxième année, non, même pas. Ma première année, je suis monté en Ligue américaine. J'ai joué comme
10 bonnes games. Là, dans ma tête, à moi, j'étais comme, c'est fait. Je reste dans la Ligue américaine toute ma vie. C'est terminé, l'Ice Coast. Non. Fait que là, j'ai comme passé 7 games sur le banc. Puis là, ils m'ont descendu. Je suis allé jouer les séries. Puis ça. Fait que ça a été un peu dur là-dessus parce que, tu sais, quand tu penses que t'es arrivé dans la Ligue américaine, tu es un goaler, ben, au final, c'est pas long qu'ils peuvent te redescendre. Là. Fait que, Mais comment ça se passe justement dans ces situations-là? Tu sais, tu joues, mettons, une dizaine de games, tu es super bon. C'est quoi un peu la discussion que le coach ou le GM va avoir avec toi, tu sais, pour t'expliquer puis essayer de te faire comprendre pourquoi tu es rétrogradé quand clairement, toi, tu te dis, ben là, ça fait aucun sens, là, je suis en train de. Ouais, ça, je l'ai souvent posé la question aux entraîneurs. Puis, tu sais, à ce moment-là, je parlais pas vraiment anglais. Là. J'avais un peu une barrière linguistique, là, fait que j'avais comme de la misère à m'exprimer puis comprendre pourquoi ils me faisaient descendre. Des fois, je trouvais que j'avais pas raison aussi de me faire descendre, mais eux autres, il y avait vraiment une mentalité de développement puis de tu vas être mieux là-bas en jouant qu'en restant sur le banc au Texas. Tu sais, mais tu sais, dans ma vie, en Ligue américaine, je pense que j'ai genre presque 80 matchs de jouer, mais en réalité, je dois en avoir 200 sur le banc. Là. J'ai passé beaucoup de temps sur le banc. Tu sais. Je sais pas, j'avais pas la confiance nécessairement de mon coach au Texas. Fait que ça, c'était difficile. Mais tu sais, je regrette rien. Là. C'est ça qui est ça. Là. Puis après ça, il y a Ottinger qui est arrivé, qui est un first round pick, puis qui est une vedette de la Ligue nationale. C'est sûr que ça l'a pas aidé, mais après ça, j'étais allé en Floride, puis c'était une autre aventure. Fait que, c'est un peu une affaire que je me demandais. Tu sais, les joueurs, souvent, ils me parlent que ils avancent dans les années, dans les organisations, tout ça, puis ils regardent tant un peu du coin de l'œil en arrière, là, les gars qui viennent de se faire drafter, puis qu'eux montent. Mais il me semble pour un gardien, les spots là, dans une organisation, il n'y en a quand même pas beaucoup. Là, deux dans NHL, 2 Ligues américaines, 2 East Coast. Ça doit être quand même dur pour un gardien un peu de gérer ça. Faut que tu fasses une carapace, quelque chose comme ça. ouais, c'est vraiment difficile. Puis moi, ce que j'ai trouvé dur, c'est que j'arrivais du junior, puis junior, j'avais eu beaucoup de succès. Fait que là, j'étais comme. Puis en plus, j'étais comme repêché deuxième ronde. Fait que dans ma tête, à moi, j'étais le meilleur, puis j'allais jouer dans la Ligue nationale, puis ça allait être facile, puis il devait de quoi, mais en réalité, si tu vois là, que c'est une business, si t'es pas bon, une game, mais ils sont pas contents. Là, fait que, en tout cas, au Texas, j'ai trouvé que le développement, c'était pas vraiment, nécessairement leur principal, mettons, c'est pas ça qu'ils voulaient le plus. Les autres, ils aimaient ça gagner. Ils ont gagné les championnats de la Coupe Calder. Je trouvais pas que c'était le développement leur objectif principal. Là. Fait que, c'est mon opinion. Là, mais... Ouais. En tout cas, c'est sûr, je ne suis pas dans la peau des coachs là-bas, mais c'est sûr, quand on regarde surtout l'année, tu sais, que tu avais joué 10 super bonnes games, tu t'es fait être regardé, tu regardes les stats des autres goalers, tu t'éclairais pas mal tout. Facile. Ouais, mais peut-être que, je sais pas, ça coulait peut-être moins avec le coach, je sais pas. Tu sais, l'autre affaire aussi, puis tu sais, on parle. Rendu là, c'est dans le passé, là, mais tu étais quand même le choix de deuxième ronde. Là. Les autres gardiens qu'il y avait là, c'était pas des prospects qui avaient drafté en deuxième ronde là, non plus. Là. Enfin, en tout cas, je trouve ça bizarre comment ils ont géré ça. Là. Surtout qu'après ça, leur autre gros prospect gardien qu'ils ont drafté après, qui était avec Ranger, ben, eux, ils l'ont vraiment positionné avec tout ce qui est là. C'est plate qu'il n'y ait pas eu, on dirait, cette mentalité-là avec toi, mais c'est dans le ouais, c'est pas grave. ouais, puis sinon, ben, comment ça s'est fait, là? Parce que je pense que quand tu es arrivé en Floride, tu avais ton BH en libre, si je ne me trompe pas, puis tu as décidé de. Ouais, exact. Comment est-ce que ça s'est fait? Conte-nous un peu ça, comment ça se passe, là, être agent libre. Pratiquement un agent libre niveau Ligue nationale /AHL, là, j'imagine tu négociais directement avec les équipes, là, pas avec nécessairement avec mettons, les clubs de East Coast. Ouais. Mais dans le fond, moi, l'année qu'ils m'ont laissé aller, je sais pas que j'étais content, mais ma dernière année, en plus, j'avais gaulé 20 games. Ça a bien été, j'étais fier de moi. Puis, fait qu'ils m'ont laissé aller, puis j'étais content d'explorer le marché, dans le fond. Là, mon agent m'avait comme dit, ça va être dur, pas grand-chose. Fait que j'avais signé un contrat Ligue américaine avec Manitoba.
OK. Là, j'étais un peu déçu. Ça, c'était avant le 1er juillet. Là, fait que j'étais un peu déçu. J'étais comme, ah, maudit, c'est pas, j'aimerais ça un contrat de la Ligue nationale. Fait que, finalement, le 1er juillet, mon agent m'appelle. Il me dit, la Floride, ils te veulent pour la Ligue américaine à Springfield. Fait que là, j'étais comme, yo, yes. Fait que on a cancellé Manitoba. J'étais en Floride. Puis là-bas, j'ai pu travailler avec Léo Luongo, qui est le frère à Roberto, que j'ai adoré, qui m'a donné beaucoup de confiance, puis beaucoup de liberté. Tu sais, chose que j'avais moins un peu au Texas. Là, fait que, il m'a donné confiance. J'ai gaulé, je pense, 29 games, 30 games, puis j'ai eu 16 victoires, puis là, c'est l'année de la COVID, puis c'est ça qui m'a comme freiné un peu, ça me fait mal, fait que c'était décevant pour ça, puis c'est ça. Là. Puis comment ça se passait là-bas en Floride? Dans le fond, il y avait quand même plusieurs bons gardiens aussi, là. Dans le fond, Sam Montembeault puis Chris Driedger qui étaient là. Comment ça se passait la compétition avec ces gars-là? Ça devait parce que quand on regarde encore une fois les stats, les 3 gardiens, vous aviez vraiment des bonnes saisons, les 3 ensemble. C'est comment un peu, c'était-tu vraiment une saine compétition entre les 3? Puis chaque fois que quelqu'un avait le start, justement, il y avait le edge là, de vouloir toujours faire mieux que les 2 autres. Comment ça se passait? Oui, 100%. Cette année-là, Sam a commencé dans la Ligue nationale, puis moi, j'ai commencé avec Chris à Springfield, puis on s'entendait tellement bien, on était coloc. Moi, je n'étais pas établi dans la Ligue américaine là, comme je l'aurais voulu, puis lui, il se faisait une couple d'années qu'il roulait sa bosse, puis il était tellement puissant, il était vraiment fort, là, il dominait, il est allé au match des étoiles cette année-là même, puis là, ils l'ont monté, puis après ça, il n'a plus jamais redescendu. Puis après ça, Sam est venu avec moi. Puis là, c'est là que j'ai développé une bonne relation avec Sam. On se parle quasiment chaque jour encore aujourd'hui. Là, c'est vraiment un de mes bons amis. Fait que, puis là, je le regarde à la télé, justement, ce soir, il joue avec les Canadiens. Fait que c'est incroyable. Tant mieux pour lui. Je suis vraiment fier de lui. Fait que, pour ta question, si on s'entendait bien, tout le monde, on avait une bonne attitude. C'est pas la guerre. Là, surtout avec Sam, on était vraiment amis. Puis quand il gaulait bien, j'étais content. Puis moi, je gaulais bien. Fait que c'était vraiment, vraiment super. Justement, on avait une petite photo là, pour aller avec ça qu'on m'a envoyé comme ça, là, mais. Oui, on pratique encore ensemble à Trois-Rivières l'été avec le bon chum Guillaume Baudouin qui s'occupe de faire les pratiques. Je ne sais pas s'il écoute l'émission, mais il y a du talent dans le coaching, Guillaume. Je pense que ça va être une prochaine carrière pour lui. Il est assez solide. Là, fait que... Ouais, ben je sais pas s'il regarde, mais c'est lui qui nous a envoyé la photo. Ah, OK. Mais ouais, donc ça, c'est une école de hockey pour l'été. T'as quand même un gardien du Canadien pour t'aider là-dedans. C'est ouais, c'est ça. Quand on fait les splits, les joueurs ils vont plus du bord à Sam qu'à mon bord, fait que ça me fâche des fois. Mais je comprends, moi aussi, j'aimerais mieux jeter sur le goaler du Canadien que le goaler de Sorel. Ah, t'as déjà été goaler de Laval, c'est ouais. Donc, ça, si on continue, là, ça s'est bien passé ta saison en Floride. Puis là, après ça, justement, il est arrivé à la COVID, ça peut stopper, mais tu as quand même eu la chance d'être sur l'escouade taxi, là, comme on appelait dans ce temps-là. Comment ça s'est passé, ça? C'était quoi un peu c'est quand on t'a dit qu'on allait te mettre sur l'escouade taxi, puis c'était quoi un peu parce que l'escouade taxi, même si c'était pas des joueurs qui jouaient, je pense que vous avez quand même la chance de pratiquer avec le club de la Ligue nationale à tous les jours. Fait que ouais, ben au départ, c'est qu'il y a eu la pause pour la COVID. Là, on était comme ça va durer 2 semaines, mais finalement, ça a duré quasiment 1 an. Fait que là, on a repris à l'été. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la bulle là, à Toronto. Là, fait que là, ils m'ont appelé pour aller là. Puis moi, j'avais pas rapport. J'étais pas comme dans l'équipe nécessairement. Fait que je me suis ramassé là avec Sam, justement. Puis j'ai pu me faire connaître un peu au niveau du coach du goaler, Rob Tallis, que je pense qu'il m'a bien aimé. Fait que l'année suivante, quand ça a recommencé après Noël, là, dans le fond, c'était entre moi et Sam qui allait être sur le taxi squad. Fait que moi, personnellement, je voulais rester dans les nationales parce que j'avais le goût d'être là, puis je trouvais que je travaillais assez fort pour être là. Ouais. Mais eux, dans leur tête, leur idée, c'était le goaler qui descendrait, ça serait plus bénéfique, encore une fois, pour qu'il joue des matchs et tout ça. Fait que, ils ont envoyé Sam, là, qui était le plus gros prospect de l'organisation à ce moment-là. Puis moi, j'ai eu ma meilleure saison de ma vie
mais j'ai pas joué un match. J'ai vécu le rêve pendant un an, j'ai voyagé avec l'équipe. À chaque jour, j'étais sur la glace avec les meilleurs au monde, Huberdeau, Barkov, Bobrovski. Puis je mangeais mon steak dans l'avion le soir. Fait que c'était vraiment ma meilleure saison de hockey de ma vie, mais comme j'ai dit, j'ai pas joué une game. Là. Fait que... C'est quoi? Y a-t-il une game que ça a passé proche? Que Ouais. C'est quoi la fois qui a passé plus proche? Dans le fond, tu sais, moi, je me suis dit, je savais que j'étais le troisième goaler puis que j'étais là pour faire la pancarte dans les pratiques. Là, fait que je me suis dit, regarde, je vais m'assurer de m'amuser puis de bien m'intégrer puis que les boys m'aiment. Tu sais, comme ça va me rapporter. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis Huberdeau était tellement gentil avec moi. Il m'a aidé. Tu sais, il m'a amené souper chez lui souvent. Tu sais, puis il parlait souvent de moi au coach. Fait qu'il disait là, faites-le jouer, faites-le jouer. Ouais. Fait que finalement, vers la fin de la saison, ils m'ont pris dans le bureau. Puis là, à ce moment-là, Spencer Knight était arrivé du collège. Fait que là, moi, je faisais plus rien. Tu sais, j'étais comme vraiment le 4e gardien. Fait que là, ils m'amènent dans le bureau. Là, je pensais qu'ils me faisaient send down dans la Ligue américaine. Mais finalement, ils m'ont dit, hey Phil, tu vas backer up à soir contre les Stars, justement. Fait que puis là, après 2 périodes, on gagnait, il me semble que c'était 4-1. Puis Kenville, il vient me voir, il dit, prépare-toi, t'embarques. Là, j'ai commencé à être stressé. J'étais, oh boy. Finalement, après 3 minutes, c'était 4-4. Il vient me revoir. Il dit, bon, laisse faire. Je peux pas t'embarquer. Là, pourtant, il venait de donner 3 buts en 4 minutes. Ouais, je sais. Mais il voulait pas me mettre dans cette situation-là. Mais tu sais. Ouais. Fait que c'est pas grave. J'ai pu faire mon rookie lap qui appelle. Puis j'ai été pas de casse. Ils ont caché mon casse, les gars. Fait que ça aussi, c'était une des belles soirées de ma vie. J'ai trippé. Bon, ça doit quand même. Je sais pas dans l'histoire la personne qui s'est passé le plus proche, tu sais, de te faire dire hey, habille-toi, tu y vas. C'est quand même quelque chose. Ça doit être peut-être une anecdote que tu es le seul à avoir. Puis tu sais, quand c'était moi qui embarquais dans le warm-up, les boys étaient tellement contents pour moi parce que justement, toute la saison, j'étais là pour eux. J'étais le gars qui faisait les échappées par-dessus échappées. Puis tu sais, j'ai toujours senti le support des boys. Là, fait que pour vrai, j'ai adoré ma saison. C'était vraiment ma meilleure saison à vie. Il y a dans le fond, il y a un commentaire, là, Hugo Labossière là, de Sorel. Dans le fond, il dit le chandail. Est-ce que tu as pu garder ton chandail de match? Ouais, j'ai tout ça. J'ai mon chandail. Dans le fond, je garde tous mes chandails de chaque équipe. Fait que, mais j'ai lui de la Floride qui est très précieux pour moi. Là, fait que, puis même qu'il y a une autre histoire là, justement là-dessus. Ouais. J'étais à la plage avec ma blonde, puis moi j'avais le numéro 30 à ce moment-là. J'étais à la plage avec ma blonde, j'ai reçu un appel de Roberto Longo. Je suis comme qu'est-ce qu'il veut? J'étais en vacances, genre, parle-moi pas aujourd'hui, mettons. Il dit ouais Phil, on vient de signer Spencer Knight. Là je suis comme non, fuck. Ouais. Il dit une des conditions, c'est qu'il veut le numéro 30. Fait que là, je suis comme OK, il veut mon numéro. Il prend ma job, puis il veut mon numéro maintenant. Fait que là, il a un peu scrappé ma journée. Là, fait que là, finalement, j'ai pris le 95 juste parce que c'est mon année de naissance. C'est vraiment, j'ai le 30 chez moi, j'ai le numéro 30 puis le 95 que je garde en souvenir. Tu l'as-tu dit à Roberto Longo, ça, au téléphone, quand il t'a appelé, il pique ma job? Puis, non, j'ai pas dit ça, mais lui, il faisait des jokes, tu sais, il faisait des jokes. Il disait, tu peux prendre le mien, tu peux prendre mon numéro 1, tu sais. En tout cas, ton numéro 1, il est retiré, là, fait que... Mais là, le lendemain, je comptais ça aux boys dans la chambre, les vétérans, mettons Yandol, Huberdeau, puis là, je faisais comme j'étais outré de tout ça, puis ils riaient, ils trouvaient ça bien drôle. On comprend que t'es quand même un gars assez relax puis qu'un numéro, c'est juste un numéro. Ouais, mais tu sais. À ce moment-là, je me sentais comme. J'étais fâché de tout ça, mais c'est niaiseux au final. Là, mais ça fait juste une bonne histoire que je viens de me rappeler. Si on regarde après ça, l'année d'après, si on regarde ton élite prospect, tu as joué quelques parties avec le Moose du Manitoba dans la Ligue américaine et les Lions de Trois-Rivières. Oui, exact. En fait, justement, une saison sans jouer, ça n'a même pas aidé. Puis cette année-là aussi, en Floride, leur Ligue américaine, c'était Charlotte. Puis
moitié-moitié avec Seattle, OK? Fait que je comprends qu'il y a juste une place pour un gardien de la Floride puis un gardien de Seattle. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas de place pour moi. Puis je leur avais dit, moi, l'East Coast, je veux plus jamais y aller. C'est terminé. Je suis comme... j'ai une écœur en titre de cette ligue-là parce que c'est pas facile. Puis c'est pas nécessairement toujours plaisant. Fait que ça restait comme ça. Puis là, entre-temps, là, je savais qu'à Trois-Rivières, il y avait une équipe qui s'en venait. Puis moi, j'habite à Nicolet, qui est à 15 minutes de l'aréna. Puis là, j'avais comme, avec mon agent, je dis, garde, je serais intéressé à jouer à Trois-Rivières. Mais Winnipeg, il me voulait aussi. Fait que, dans le fond, j'ai signé avec Winnipeg, mais je leur ai dit, si vous avez l'intention de me descendre, vous allez m'envoyer à Trois-Rivières. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai joué, c'était encore un peu l'année de la COVID, là, fait que c'était comme un peu bizarre aussi avec les partisans, puis tous les règlements, là, les masques et tout ça. Fait que, puis, en tout cas, je suis monté à Winnipeg plusieurs fois, j'ai joué comme 4 games. Puis, j'avais quand même bien fait, là, sauf ma dernière, puis c'est ça, là. Fait que, Ouais, il y a une bonne question dans le chat par rapport à la saison que tu as joué avec les Lions. C'était la saison, où la COVID était encore présente. On sait, les Lions, les alignements changeaient à tous les matchs pratiquement parce qu'il y avait tout le temps de la COVID. Puis dans l'East Coast, c'est dur parce que surtout s'il y a de la COVID dans l'East Coast, il y en a dans HL, il y en a dans NHL. Puis là, tous les joueurs, ça s'en va vers le haut. Puis là, il n'en reste plus pour l'East Coast. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs cette année-là qui étaient justement des joueurs de la Ligue nord-américaine qui étaient venus dépanner. Mais on le sait qu'il y avait quand même un petit froid un peu entre l'organisation des Lions et la Ligue, la Ligue nord-américaine, à savoir, ça serait quoi la relation. La question qui est dans le chat, qui est une bonne question, je trouve, c'est est-ce que ça jasait à l'interne dans la chambre des Lions un peu de l'espèce de guéguerre entre la Ligue nord-américaine puis les Lions de Trois-Rivières pour justement les joueurs qui venaient dépanner et tout? Comment est-ce que c'était? Non, nous, ben, ça a commencé. Il y a Paquette qui est venu jouer une game avec nous. Puis là, on était comme, OK. Parce que, tu sais, il avait été suspendu, me semble, à Laval. Laval avait comme dit, il s'en va faire sa remise en forme avec les Lions. Fait que, on avait trouvé ça un peu drôle. On avait trouvé ça drôle. Parce que, en tout cas. Puis là, on a manqué beaucoup de joueurs. Fait que finalement, il y a eu plein de gars. Je pense à Saint-Cyr. Il y a Marouin qui est venu. Heinz qui est venu. Tu sais. Mais ça a été vraiment, vraiment important qu'ils viennent parce que ça nous a permis de rester en vie pour les séries parce que sinon, on n'avait aucun joueur. Tu sais, c'était impossible de faire venir un gars de la SPHL aux États-Unis parce qu'il y avait tellement de contraintes au niveau des douanes. Fait que là, on avait les mains barrées. Dans le fond, on ne pouvait rien faire. Fait que ça nous a permis de garder des espoirs pour les séries. Puis finalement, on a fait les séries qu'on a eu un bon push contre les Growlers qui ont toute qu'une équipe. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Dans le fond, est-ce que vous avez été un peu fâché que vers la fin de la saison de la Ligue nord-américaine, c'est ça, la Ligue nord-américaine a un peu coupé le robinet, là? Vous, comment est-ce que vous, de votre côté, est-ce que vous avez trouvé ça plate un peu? Parce que c'était quand même... C'est sûr que c'est plate parce que c'est des boys qui ont tout du talent, qui sont tous capables de jouer dans la East Coast. Fait que, tu sais, Saint-Cyr, je pense qu'il avait scoré comme une coupe de buts pour nous autres. Puis, tu sais, c'est pas... même André est venu, mon beau-frère. Fait que... on trouvait ça plate, mais je pense que c'est plus la Ligue nord-américaine qui n'aimait pas que les gars viennent jouer avec les Lions. Nous autres, on était juste contents qu'ils soient là, dans le fond. Là. Fait que, c'est ça. Puis, c'est parce que rendu au mois de février, c'est sûr que les playoffs arrivent dans la Ligue nord-américaine. Tu veux pas, parce que c'est quand même les bons joueurs des équipes qui allaient jouer. Là, donc, tu veux pas perdre André Bouvet-Morissette à l'autre des séries parce qu'il est allé jouer 2-3 games dans l'East Coast. Puis je sais qu'à Rivière-du-Loup aussi, il avait trouvé ça poche un peu parce que Loïc Marcotte était venu jouer avec lui. Il avait subi une commotion cérébrale aussi. Fait que ça avait pas dû aider, mais ouais. Ouais, je me rappelle exactement. Il était venu, on était allé en Floride, puis c'était comme le meilleur voyage de l'année des Lions. Puis, si vous le recevez à votre podcast, vous pourrez y parler de son voyage en Floride. On l'avait reçu et on en avait parlé, justement. Je me souviens qu'il y a eu bien du fun. Fait que là, ça fait un peu le tour des Lions. Puis là, l'année dernière, t'as encore une saison. Un petit message de Jonathan Joannette comme ça. Ouais, merci d'être là. Puis je voulais savoir un peu, là, on arrive, la saison dernière aussi, tu as joué avec les Lions.
Puis là, je voulais savoir, cet été, on apprend du côté de Starrett Tracy qu'on a signé Philippe Desrosiers. Donc, toi, de ton côté, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé, bon, ben, je reste à la maison, puis je m'en vais jouer dans la Ligue nord-américaine cette année? Ouais, dans le fond, la saison dernière, je suis monté à Laval quand même un bon bout, puis j'ai pas gaulé pantoute. C'était dur pour moi. Je faisais juste pratiquer, puis je regardais Kaden Primo gauler à chaque soir. Tu sais, j'avais des bons billets là, sur le banc, là, mais de m'amener, j'étais comme. Ça m'a vraiment fatigué de me faire promener aussi. Tu sais, je me rappelle d'un soir, je dormais, puis il m'a fait appeler à minuit, genre, hey Phil, viens-t'en, faut que tu sois dans l'autobus demain matin à 8 h pour Cleveland, mais il y avait une tempête de neige incroyable. J'étais comme, je peux pas partir là, c'est bien trop dangereux. Ouais. Tu sais, des affaires de même qui m'ont comme vraiment fatigué, puis que ça me tentait plus de vivre ça. Tu sais. Là, après ça, il est venu la question de l'Europe. J'ai eu plusieurs offres, mais tu sais, encore une fois, moi, je suis un gars vraiment. J'aime ça de chez moi, tu sais, être relax. J'ai pas nécessairement le goût de partir loin. Puis, je sais pas, je l'ai assez fait, puis ça me tentait plus. Fait que c'est là que Christian, il m'a appelé parce que André, il avait parlé d'un peu de tout ça. Puis moi, je suis un grand fan de golf, puis Christian aussi. Fait que il m'a amené jouer au golf, puis on a eu une bonne discussion. Puis il m'a convaincu dans le fond, puis je regrette vraiment pas mon choix. J'adore mon temps à Sorel, c'est vraiment le fun. Puis je retrouve vraiment le fun que j'avais perdu un peu, tu sais, depuis une couple d'années. Là, fait que je suis très content d'être à Sorel. Puis, est-ce que tu savais, moi, ce qui m'intéresse toujours un peu, c'est parce que, tu sais, Sorel t'ont repêché il y a quelques années. Quand un joueur de la Ligue nord-américaine se fait repêcher, est-ce que soit André t'en avait parlé ou est-ce que Sorel t'avait un peu écrit quand il t'avait repêché ou comment est-ce que ça. Parce que j'imagine que ça se travaille un peu. Ça ne devait pas être la première fois que tu parlais à Deschênes, j'imagine, cet été. Non. Christian, l'été, il organise toujours une petite game le mercredi, là, des fois. Là, fait que des fois, j'allais pratiquer un peu avec eux pour me mettre dans la game. Parce que j'avais pas nécessairement de glace à Trois-Rivières. Là, fait que j'allais pratiquer avec eux le mercredi. Puis, tu sais, ils faisaient toujours des jokes. Hey, tu t'en es-tu, t'en es-tu? Puis là, finalement, ils m'ont convaincu. Puis, pour vrai, je suis vraiment content. Puis, le fait d'être à la maison souvent aussi, tu sais, ça change quand même. Là, tu sais, on a beaucoup de temps, on a beaucoup nos fins de semaine. Fait que ma blonde est contente, puis moi aussi, dans le fond, je suis content d'être à la maison, puis c'est vraiment. L'horaire est le fun pour ça. Tu sais, peut-être j'aimerais ça qu'il y ait 42 games à la place de 36, là, ça serait peut-être ce que j'aimerais le plus, mais non, c'est ça. C'est sûr que je m'ennuie de pratiquer à chaque jour. Des fois, nous autres, on pratique une fois semaine. Mais tu sais, la semaine passée, ils ont annulé la pratique, j'étais dévasté. J'étais, oh non, ma seule pratique. Tu sais, j'aime ça y aller le mercredi, tu vois les gars, puis nous autres, on a une vanne qui part de Trois-Rivières, fait qu'on a tellement de fun dans la vanne, une couple de bons personnages là-dedans, là. Fait que c'est le fun. Parlant de, j'imagine qu'il doit être dans ta vanne aussi parce qu'il vient du coin, mais dans Marc-Antoine Gélina, parle donc un peu de ta relation avec lui. Je sais que pour Gélina, ça doit être quand même une adaptation parce que de toutes les games, tu as eu tous les départs sauf un là, depuis le début de la saison. Comment est-ce que tu dis ça avec Marc-Antoine Gélina? Puis lui, comment est-ce que, justement, là, de son côté à lui, est-ce que, dans le fond, un coéquipier exemplaire, j'imagine, de ce que j'entends là, dans le fond. Ouais, Jelly, c'est le meilleur coéquipier backup. Backup. On va dire le deuxième gardien, si on veut. Il a beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps qu'il joue dans la ligue. Il m'aide beaucoup. Tu sais, c'est vraiment différent de pratiquer à chaque jour. Là, tu sais, tu pratiques une fois, tu as ta game le vendredi. Des fois, les boys ont travaillé dans le jour. Tu sais, fait que des fois, la première période, les passes sont moins sur le tape, là, mais tu t'habitues. Puis Jelly, justement, il est bon pour ça, à me garder sur terre, puis à me conseiller un peu. Puis jusqu'à date, les pratiques, il vient, il est toujours dans le tapis, il se donne, puis il me pousse quand même. Puis en même temps, sa game qui est gaulée à Rivière-du-Loup, il était vraiment, vraiment puissant. Puis sans lui, on perdait probablement la game. Là, fait que non, j'adore travailler avec lui, puis il me fait beaucoup rire. Il travaille pour une compagnie de bonbons, fait qu'il nous amène des bonbons dans la van, là, fait que ça fait plaisir. Non, c'est un super coéquipier, je l'adore. Une question de Hugo Labossière là, qui demande ton opinion là, de la LNH auparavant et aujourd'hui, maintenant que tu joues dans la Ligue. Perso, moi, je trouve que la grosse différence, c'est le fait qu'on n'avait pas de pratique. C'est ça.
Je serais curieux de voir pour de vrai une game avec les Lions contre, mettons, la meilleure équipe de la Ligue. Une équipe mettons qu'on avait un camp d'entraînement d'un mois, puis on se mettait vraiment en forme. Là. C'est tous des joueurs qui ont eu beaucoup de succès dans leur carrière junior, puis qui ont beaucoup de talent. Puis il y a plusieurs gars qui ont joué dans la Ligue nationale aussi. Là, fait que, tu sais, à Picard, à Jonquière, là, pour de vrai, moi, je le trouve vraiment bon. Puis, même des gars, tu vois, les gars qui ont été repêchés, ça paraît, là, tu sais, qui ont beaucoup de talent. Fait que, non, c'est le fun. J'aime beaucoup la Ligue jusqu'à présent. Puis, ma transition se fait assez bien. Il y a beaucoup de joueurs là, qui vont dans la Ligue nord-américaine pour étudier et d'autres pour pouvoir concilier le travail et puis le hockey. De ton côté, est-ce que tu t'es trouvé un travail? Est-ce que tu avais déjà des études qui te permettaient de pouvoir aller dans un domaine en particulier? Non, pas nécessairement. Moi, je suis là, j'ai un cégep, mais à part de ça, c'est assez tranquille au niveau des études. Là, fait que là, je suis en période de transition. Je travaille dans une école un peu avec les jeunes au hockey, dans un programme de hockey. Là, fait que je fais ça, je coach les goalers, j'adore ça. Puis, comme j'ai dit tantôt, moi, je tripe sur le golf. Fait que je travaille dans un golf intérieur. Là, j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Fait que pour l'instant, c'est ça que je fais, puis je suis très heureux là-dedans. Je voulais savoir aussi, encore une fois, ton adaptation sur la Ligue nord-américaine. Je sais que souvent, ce qui revient souvent, c'est de ne pas pratiquer la semaine, d'arriver pour jouer, mais pour le jeu sur la glace, c'est quoi qui a été, selon toi, la plus grosse adaptation? Est-ce que c'est la vitesse du jeu? Est-ce que c'est le style aussi, qui est un petit peu plus... Ben, je te dirais que ça ressemble un peu au hockey que j'ai toujours joué. C'est sûr que des fois, c'est un peu plus lent. Pas plus lent, mais dans le sens j'ai un peu plus de temps pour voir les actions qui s'en viennent vers moi, mais je ne suis pas extrêmement dominant. Là, je veux dire, je connais du succès présentement. L'équipe aussi, elle va bien, mais je dirais que c'est une bonne ligue puis que les joueurs ils ont beaucoup de talent, fait que c'est pas mal ça. Je voulais savoir, on te voit aussi avoir du plaisir là, dans les arrêts de jeu, pour faire tes VLNH, tu sens quand il y a un close-up, mettons, sur toi, tout le temps le sourire aux lèvres. Il y a une fois aussi, à Jonquière aussi, je pense si tu peux nous en parler, parce que tu avais l'air d'avoir trouvé ça drôle, mais quand tu avais vu Donald Brashear s'amener sur toi, couper vers le net, est-ce que tu avais eu peur qui fonce un peu trop ou parce qu'on t'avait vu avoir une drôle de réaction sur le... Ben, je me suis juste dit dans ma tête, peut-être pas scorer, mettons. Je voulais pas... Je voulais pas être le gars qui donne un but contre Donald. Je ne suis pas nécessairement reconnu pour ses buts, mais pour vrai, j'étais impressionné de lui. À 50 ans, moi, je pense pas être capable de jouer à ce niveau-là. Là. Fait que j'ai trouvé plutôt en forme, gros bonhomme, devant le net là, en powerplay, il prend de la place. Là, fait que non, j'ai trouvé qu'il était quand même. Ça paraissait qu'il avait joué beaucoup de games dans la Ligue nationale. Là. Ouais, il a fait une passe en fin de, il a fait une belle passe en fin de semaine. Là, son premier point, c'était quand même la passe décisive sur le but. Puis, je pense que je peux comprendre parce qu'il y a des gens les grands médias en ont parlé un petit peu de Donald Brashear dans les dernières semaines, quand il a joué son premier match. S'il avait fait son premier but puis qu'il avait eu la vidéo et marqué contre Philippe Desrosiers. Oh. Ouais, c'est ça. Philippe, je ne sais pas si tu avais d'autres questions. Dave, moi, je voulais aller j'avais des petites photos. Ouais. Donc, tu en as parlé un petit peu là, pendant le balado, là, mais tu es un grand fan de golf. Est-ce que tu joues depuis que tu es jeune? Est-ce que tu en profites pour pouvoir aller te promener sur plusieurs terrains quand tu jouais là, aux États-Unis? Ouais. Dans le fond, ça a commencé là, quand j'avais 20 ans. Là, André, justement, qui est un excellent golfeur, là, qui m'a vraiment montré comment ça se passait. Puis dans le fond, les bases, puis l'éthique surtout, là, il était assez sévère là-dessus. Fait que j'ai appris, puis j'ai trippé, puis il m'a amené dans sa gang de boys ici à Saint-Grégoire-Bécancour. On a une belle gang au Godefroy. Là, fait que j'ai tellement de fun là-bas. Je sais pas si vous avez déjà été dans un club de golf, là, mais c'est une gang de boys, puis on a du fun, puis un peu de gageure. Fait que
j'ai tombé en amour avec ce sport-là, puis je capote, je pense juste à ça. Je regarde le golf à la télé, je regarde les vidéos, tu sais, c'est ça. Fait que, puis au Texas aussi, mon coach de goaler, Jim Bedard, à chaque jour, il me disait j'ai un tea time, on y va. Fait que je dois avoir joué chaque jour de l'année. Fait que, parce que là-bas, il fait toujours beau. Fait que, c'est là que j'ai commencé à vraiment triper. Puis, fait que c'est ça, là, dès que je peux ici, là, l'été, là, j'ai la chance de moins. Je travaille pas l'été, fait que je joue au golf. Fait que, je suis chanceux pour ça, là, fait que ouais, c'est ça. Penses-tu essayer de faire la PGA du Québec ou les Non, tournois? non. Non. Là, je me suis parti une espèce d'Instagram de golf. Là. Les gars, mes chums m'ont un peu écœuré avec ça, mais non, je tripe là-dessus tout ce qui est golf. Puis les youtubeurs de golf, là, ça me fait triper. Fait que, Alors, ça demandait, parce que là, on parlait de carrière tantôt, puis de travail. Peut-être que tu aurais voulu avoir une deuxième carrière dans le golf. Ça tombe jamais. non, mais je suis pas. Ça faut être une machine au golf pour ça. Là. Tu sais, je suis capable de jouer, là, mais je suis pas Tiger Woods. Là. Fait que, c'est-tu toujours André le meilleur ou tu lui donnes une run? Ouais, j'ai pas réussi à le battre encore, ou peut-être, je me rappelle plus. Mais j'ai battu son frère aussi, il est très bon. J'ai réussi à battre son frère. Fait que, grande fierté pour moi. Juste une seconde. Avais-tu d'autres photos? Ouais, ça, je suis avec mon sel, puis là, j'ai eu comme qu'il me restait 20% de batterie. Fait que c'est juste de me plugger. Il y a une petite photo ici. L'Océanique. Yes, Coupe du Président. Ouais. C'est beau souvenir, ça. Est-ce que tu dirais que c'est peut-être ton plus beau souvenir junior, victoire? Ouais, 100%. Surtout de la façon qu'on a gagné. On a gagné un match 7 en deuxième prolong contre les Remparts que je déteste. Fait que non, c'était vraiment le fun. Mais tu sais, quand tu joues junior, tu réalises pas que tu vas t'ennuyer de ça toute ta vie. T'sais, les juniors, c'est le meilleur, le plus de fun que tu as dans une équipe, c'est les juniors. Fait que je m'ennuie un peu de ça, mais on était chanceux de gagner, puis on avait une super équipe. Fait que c'est super. Une petite photo ici. Les médias. Les médias. Mais là, je peux avoir une question. Je ne savais pas qu'il y avait des médias là, en Floride. Ouais, non, il y en a peut-être 2, 3, mais non, ça, c'est le matin, dans le fond, qui m'avait comme annoncé que j'allais être dans l'alignement des Panthers. Là, fait que c'est la première fois de l'année que les médias me parlaient. Là. Non, c'est ça. C'est juste, je sais pas, je trouvais que c'était une belle photo. Là. Sarah Pilote qui demande si tu as joué avec Lafrenière des Rangers pendant ton parcours avec l'Océan. Non. Moi, les seuls joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale dans mon équipe, c'est Frédéric Gauthier et Samuel Morin. Lafrenière est arrivé peut-être 2, 3 ans après, je pense. Et Sam Laberge, avec qui tu as joué, qui a joué en pré-saison. Il a joué en pré-saison, mais ouais. Ouais, j'avais oublié. Qui va peut-être un jour revenir à Sorel, on ne sait jamais. Ouais, ben ça serait une belle réunion, j'imagine, pour toi, de retrouver des anciens coéquipiers de l'Océanique. Ça doit être le fun. Ouais, c'est ça que je trouve un peu de la Ligue qui est le fun. Tu vois plein de gars qui étaient joué avec Junior ou bien tu as joué contre. Mon chum Cadorette, qui était mon partner quand on était midget. Puis c'est le fun de voir ça. Rattel, les gars du collège, Antoine Duroy, Boudreau, Ayotte. Fait que c'est le fun pour ça. C'est un peu comme retourner junior. C'est un peu ce que je trouve. Là, fait que c'est le fun. Dans la petite photo aussi, tu as retrouvé ton numéro 30 là, avec le Rocket de Laval. Il a-tu fallu que tu le voles à quelqu'un? C'est une condition? Non, Laval ont été bien smart. Pour vrai, l'organisation à Laval, tout le setup, l'aréna, la chambre, c'est vraiment, je sais pas si vous avez déjà été, là, c'est vraiment, vraiment spécial. Pour de vrai, le Rocket font les choses en grand. Là, fait que mon temps avec eux a toujours été A1, puis je suis bien reconnaissant d'avoir joué pour 2-3 games pour le Rocket. Là, fait que c'est une belle photo souvenir, ça. Dave, est-ce que tu as des petites questions en rafale? Donc, pour finir, oui.
Donc, des petites questions rafales. Donc, première chose qui te vient en tête. Ton premier souvenir au hockey, mettons la première fois là, que tu as eu des patins dans les mains ou hormis des jambières de goaler. Premier souvenir. Ben, j'ai pas nécessairement de souvenir, mais je me rappelle de mon premier match au Centre Bell avec mon père. C'était assez spécial. Quand tu étais petit gars ou. Ouais, d'après moi, je devais avoir 6-7 ans. OK. C'était comme pour une occasion spéciale. Ben, il me semble, je me souviens, mais il était venu me chercher à l'école. Puis d'habitude, il venait pas me chercher. C'était ma mère plutôt. Puis là, il disait, hey, on s'en va au hockey. Fait que ça, je me rappelle de ça. Puis c'était le fun. Ouais, c'était des beaux souvenirs. J'avais ça. Peut-être pas sans même, mais c'était des expos une couple de fois. Tu reviens de l'école, puis ton père dit, ouais, on s'en va. Ça, c'est des beaux souvenirs. On a parlé beaucoup du numéro 30. Pourquoi tu portes ce numéro-là? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Martin Brodeur, quand j'étais jeune, c'était mon. Ben, je l'aimais bien. Il y avait toujours. Numéro 30, dans ma tête à moi, c'est le numéro du goaler. Là. C'est pas mal le vrai numéro d'un goaler. Là. Fait que j'ai toujours eu le 30. Puis quand je l'ai même pas à Sorel, il va falloir que je paye une Rolex à Jelly pour avoir mon numéro. Ouais, tu pourrais quasiment pu faire le coup de Spencer Knight. tu prends le spot du premier goaler et tu prends son numéro. Non, justement, je l'ai encore. Ouais. Ça me fait trop de peine, fait que je ne vais pas faire ça à Jelly. C'est son numéro, c'est lui le vétéran. On ne fait pas aux autres ce qu'on veut pas. C'est ça. Ton idole au hockey, est-ce que c'est Martin Brodeur ou tu en avais un autre? Non. Quand j'étais jeune, moi, c'était José Théodore. José Théodore? Ouais, je trouvais que, je sais pas, c'était le king du CH dans ce moment-là. C'était comme la vedette. C'est un peu pour ça que je suis goaler. Je trouve toujours que le goaler, c'est. Tu peux être le héros du match. C'est ça qui est le fun. Moi, je trouve ça le fun. Je sais pas. Tu peux être le zéro aussi, mais on essaie que ça arrive moins souvent. Ton athlète préféré en dehors du hockey ou golfeur préféré, j'imagine que ça risque d'être Ben, j'en ai plusieurs. J'aime bien LeBron James, je tripe dessus. Au golf, je suis un grand fan de Jordan Spieth. J'aime bien Jordan Spieth. Parfait. Est-ce que tu as une routine d'avant-match ou des petites superstitions? Toujours pareil. Je fais ma petite affaire. Je me lance une balle au mur. J'essaie de rester assez relax. Je prends une douche. C'est peut-être la seule affaire que faut que j'aille ma douche. Fait que quand on va à Laval, House of Pain, des fois, la douche est moins chaude que dans d'autres arénas. Là. Fait que je l'ai appris à ma première game. Là, j'ai vu ça, ça fait différent. La manière de te gauler, peut-être ça te prend des douches froides. Ouais, c'est ça. Ouais, 50 arrêts par game. Depuis que tu es arrivé à Sorel, ton coéquipier, tu trouves le plus drôle? Le plus drôle. Ben, Jelly, il donne pas sa place, là, mais plus drôle, ben. Tommy Tremblay est drôle pas mal. Il y a une couple d'histoires dans la van. C'est un bon gars, ça. Parfait. Selon toi, le meilleur joueur avec qui tu as joué dans ta carrière? Peu importe le niveau. Meilleur, McDavid, probablement. Ben, en ce moment, McDavid. Ouais. Mais mettons, peut-être quand tu étais dans l'équipe que tu disais c'est peut-être McDavid aussi, je regarde. Même s'il était jeune. Ben, j'ai joué avec des joueurs exceptionnels. Barkov, il est sous-estimé, mais il a vraiment beaucoup de talent. Mais au niveau gardien, Bobrovsky, je sais que des fois, il connaît un peu moins de succès, mais tu comprends pourquoi il est bon là, quand tu le vois pratiquer. Là, je me rappelle une fois, il avait texté dans le groupe chat de l'équipe et il a dit, les gars, aujourd'hui, vous allez shotter le plus fort que vous pouvez. Fait que là, tout le monde était comme, on fait tout le temps ça, Bob. Fait que là, les gars rentraient, man, des slap shots des oreilles. C'est ça qu'ils voulaient, là. Ouais. Méchant fucké. Bon. Depuis que tu es arrivé, c'est jeune encore, mais ton meilleur souvenir dans la Ligue américaine jusqu'à présent? Ma première victoire, 50 shots, j'étais brûlé. J'étais un peu moins en forme que dans les autres années, à force de moins pratiquer. Non, ma première victoire, j'étais bien content. Là. Ouais, mais ça, c'est vrai, mais t'as fait comme sans arrêt en 2 games aussi. Ouais, ça commençait fort, mais ouais. J'aime mieux avoir beaucoup de shots que moins. Là, ça garde dans le match, puis c'est plus facile, selon moi, pour goaler dans ce temps-là. Ton repas préféré?
Lasagne, je dirais. Lasagne. Ton film ou série télé préférée? Film préféré, je dirais Batman. Mais ma série préférée, je sais pas, District 31. Je suis un gros fan de séries québécoises. Honnêtement, gros fan de séries québécoises. J'en manque pas beaucoup. Lequel Batman? Les nouveaux? Ou Dark Knight, là, Ouais. de Christopher Nolan. Mais tu sais, je pense que c'est un bon film. Puis, finalement, si tu pouvais aller voir un artiste en show, ça serait qui? J'en ai plusieurs, mais je dirais Post Malone. Présentement, ce serait lui que j'irais. Ouais, Post Malone. Malgré que tout le monde parle de Taylor Swift, comme quoi c'est le show à voir. Là. Ouais. Je sais pas, j'aime Taylor Swift, mais ça a l'air qu'il faut aller voir ça dans sa vie. Voilà. Si tu peux trouver des billets. Ouais, c'est ça, c'est pas donné. D'après moi, en tout cas, faut être plugué quasiment pour. Je pense qu'il faut tirer des. Faut que tu te mettes sur une liste d'attente et tirer ton nom, je pense, des affaires de même. Right. Good. Fait que, merci beaucoup. Puis en finissant, au niveau des éperviers, gros match jeudi. Tu vas affronter le Cool FM pour la première fois, les champions défendants. C'est quand même une grosse machine offensive. À quoi est-ce que tu peux t'attendre comme match? Puis si tu avais un petit mot pour les partisans en finissant aussi pour la game de jeudi. Cool FM, on n'a pas joué encore contre eux. J'ai hâte de voir ça. Ça a l'air, ce que je vois, le résultat, tout ça, sont très, très puissants. Là, fait que j'ai hâte de voir ça. Auger aussi, gros goaler. Je sais que Junior était très bon. Puis cette année, encore beaucoup de succès. Je pense que c'est 5 victoires, une défaite. Là, fait que non, ça va être un bon match. Puis pour les partisans, faut pas lâcher à Sorel. On aime ça quand vous venez nous voir la semaine passée contre Laval, l'Arena pleine. C'était vraiment le fun. Puis on a besoin de vous. Fait que on vous attend. Parce que je ne sais pas si tu es une des raisons là, de la hausse là, de 53% là, des assistances là, à Sorel. Mais en tout cas, Philippe, tu es un très bon gardien. Je vais parler pour les partisans de Sorel, là, mais depuis le début de la saison, je pense que tu es probablement la grosse découverte du côté de l'équipe, mais peut-être même de la Ligue. Là. Je pense que Dave en a parlé aussi tes deux premières parties au-delà de 100 tirs reçus. Je pense que c'est bien parti avec ta nouvelle équipe, puis on va te souhaiter le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, c'est gentil. Puis on espère que ça continue comme ça. Puis surtout que l'équipe gagne, c'est ça qui est important. Bien sûr. Merci Philippe de ta présence. Et on va te souhaiter une bonne soirée et bonne fin de saison dans la LNH. Merci. Yes, merci beaucoup. Salut. Yes. Donc, Philippe Desrosiers, des éperviers de Sorel-Tracy. Très, très, très sympathique également. Donc, bonne entrevue. Donc, c'est fun. C'est toujours le fun d'avoir des invités qui ont des beaux parcours dans le hockey. Puis, à date, ça a l'air de bien aller. Puis, c'est toujours le fun également d'entendre des joueurs nous dire qu'ils retrouvent le plaisir à jouer au hockey dans la Ligue nord-américaine. C'est pas la première fois qu'on entend ça non plus. Donc, non, c'est le fun. On parlait de Samuel Labelle, justement, c'en était un. Ouais. Il l'avait dit qu'il avait retrouvé le goût de jouer au hockey. Puis, par la suite, ça a été un tremplin là, pour la Ligue. Oui, exactement. Oui, donc Samuel Laberge qui, en tout cas, on ne sait pas s'il va revenir ou quand il va revenir un jour à Sorel-Tracy, mais je pense que les fans seraient très contents de ça. Puis en même temps, s'il a eu la chance de retoucher à la Ligue américaine après son passage à Sorel, c'est sûr que c'est une des belles histoires qu'on aime compter. Donc, parfait. Alors, on peut passer là, au dernier segment, là, parler rapidement des matchs du dernier week-end. Yes, une seconde. Que les matchs du week-end, si on commence peut-être avec le match des éperviers contre les pétroliers.
Ouais, donc un très bon match de hockey. Ça patinait, c'était intense. Vraiment, les joueurs se sont donnés. Si on regarde un peu l'histoire du match, du côté de Laval, on arrivait à Sorel déjà un petit peu avec un alignement affaibli, disons. Maxime Massenauer qui se blesse en début de première période. On perd notre premier centre. Donc, Laval a quand même travaillé fort pour garder ça serré pendant quoi? On jouait finalement à 16 joueurs la partie, là, je sais pas trop. Ouais, on a même été obligé d'envoyer Nathan Larose à l'attaque là, pour pallier à ça, donc pour avoir 3 lignes complètes d'attaque. Donc, non, ils ont quand même très bien joué dans les circonstances, là, réussir à, si on peut tenir ça, même qu'en deuxième période, ils perdaient par un but, mais en deuxième moitié de deuxième période, ils dominaient. Si c'était pas de justement notre invité Philippe Desrosiers là, qui a vraiment été étincelant en deuxième période. Puis ensuite de ça, les Éperviers ont eu quelques avantages numériques, en ont profité 2 buts, disons, vintage, ouais, à la Olivier Hens, là, de son bureau, là, les tirs. Mais c'était 2 buts différents. Il y en a un qui est passé entre les jambes de Dominic Graham, puis l'autre au-dessus de l'épaule. Donc, c'était un petit peu de variation quand même dans les tirs. Mais. C'était un excellent match là, pour vrai, personnellement. Si on regarde ça peut-être d'un œil froid, on avait beaucoup de la misère de part et d'autre à rentrer peut-être dans la zone de l'autre équipe. Là. Ça ne cédait pas un pouce. Là. Pour vrai, je trouvais que c'était 2 équipes là, qui jouaient très serré. Mais si on regarde pratiquement tous les buts qui se sont marqués dans la partie ont été des buts spectaculaires. Hamelin, Guillaume Gauthier, coupé au centre, a marqué les 2 buts d'Olivier Hens. Donc, on a eu droit à du jeu spectaculaire aussi. Oui, puis un retour important du côté de Sorel, Antoine Waked, qui a récolté une passe. Ça aussi, ça change la donne quand il est dans l'alignement. Alexandre Canel a réussi à récolter 2 passes également sur l'avantage numérique à son retour au jeu. Donc, il y a eu un échappé également, pas réussi à marquer. Paquin-Boudreau qui a un échappé. C'était comme un 2 contre 0, mais Canel a laissé Paquin-Boudreau comme y aller tout seul pour pas trop je ne sais pas le faire hésiter, mais Paquin-Boudreau a fait une belle feinte, mais tiré par-dessus le filet. Mais donc, non, c'était vraiment un bon match. Puis, une mention également à Jérémy Malouin, qui, selon moi, a joué son meilleur match depuis le début de la saison. Vraiment, là, fait beaucoup de mise en échec, était intense, a été impliqué. Était bon au stade de mise en jeu. Donc, non, c'était un bon match pour Sorel. Puis, en même temps, c'était un match, pas un must-win, parce qu'on est quand même au mois de novembre, mais du côté de Sorel, quand tu as Laval à la maison, autant, tu sais, écopé là, par les blessures, quand on essaie là, de suivre un peu le tempo pour essayer d'avoir une chance d'être premier au classement, je pense que c'était un match qu'il fallait absolument gagner. Donc là, on a 2 matchs en main sur Laval, on est à 4 points. Donc, si on gagne nos 2 matchs en main, on est égal pratiquement. Donc, je pense que c'était vraiment un match important pour Sorel de gagner. Puis du côté de Laval, je pense que malgré les blessures, on fait très bien depuis le début de la saison. Je pense qu'on commence à avoir hâte justement que les joueurs commencent à revenir, là, les Bussières, Paquette, Carrier, surtout que Massenauer maintenant, on ne sait pas s'il va être blessé pour un certain temps ou pas. Donc, quand même, chapeau à Laval de garder le rythme là, malgré les blessés depuis le début de la saison. Ils sont encore au premier rang du classement avec quand même 4 points devant. Ouais. Donc, ensuite, si on parle des marqués à Saint-Georges, un bon match offensif. Je pense que quasiment tous les buts qui se sont marqués, c'était encore une fois des beaux buts. Saint-Georges qui vraiment, c'est pas la première fois, je pense que j'ai dit la même chose la semaine dernière, là, mais vraiment là, une machine bien huilée, là, les jeux de passe. Le dernier but de Benjamin Lagarde qui a fait encore une fois un tour du chapeau, là, la passe de Charles Tremblay en arrière, là, déjouer tout le monde derrière le filet. C'était vraiment un beau but, ça aussi. Donc, non, je pense que du côté de Saint-Georges, ça va bien par les temps qui courent. Donc, un bon début de saison pour eux aussi. Mentionner Benjamin Lagarde, un tour du chapeau. On parlait, là, Guillaume Gauthier qui avait pris les devants en marquant en première période. On suivait ça un peu. Avait pris les devants dans les meilleurs buteurs de la saison avec son 9e de la saison.
Puis Benjamin Lagarde, qui était à 7 buts, il va d'un tour de chapeau pour reprendre les devants, rendu à 10 buts. Puis là, il y a Maxime Saint-Cyr aussi, qu'on va pouvoir en parler. Lui aussi rendu à 10 buts. Donc, non, c'est le fun. La course des meilleurs buteurs en saison est déjà quand même assez animée. Puis du côté des marqués, dans le fond, ça fait quelques matchs là, que peut-être il va falloir trouver une façon de resserrer la défensive. Ça fait quelques matchs qu'on accorde quand même plusieurs buts. Donc, peut-être faire attention à ce niveau-là. Mais sinon, au niveau offensif, ça va toujours bien. Les marqués ont toujours une bonne attaque. C'est les premiers matchs aussi, excusez, des nouvelles acquisitions. Oui, on pas mal joué du côté de jouer Rattel. Également, il n'y avait rien d'autre. Je pense que Rattel a été un petit peu plus impliqué. Là, on l'a quand même vu un peu plus. Rattel qui a déjà égalé ses totaux de la saison avec Tedford. Avait 2 passes en 8 matchs à Tedford depuis la saison. Là, 2 passes en 2 matchs à Jonquière. Donc déjà, on voit peut-être une petite amélioration. Peut-être que c'est un changement d'air qui va peut-être le fouetter un petit peu. Mais en tout cas, je pense que je le trouvais assez impliqué dans le match là, quand même, jouer Rattel. Là, donc, c'était bon pour du côté de Jonquière parce que c'est quand même le gros morceau de cette transaction-là, c'est Joey Rattel. Là, donc, on veut qu'il performe. Mais non, c'était une bonne entrée en 5 de trouver de son côté. Yes. Donc, match suivant. Oui, donc le match des Toutous à Rivière-du-Loup. Donc, un match quand même assez défensif en première période puis en deuxième. Il a fallu attendre la fin de la deuxième période pour voir un but et les Toutous se lancer sur la patinoire. Donc, à 4 secondes, je pense, ou 6 secondes de la fin de la deuxième période, Maxime Saint-Cyr qui marque en double avantage numérique. Donc, on avait mentionné là, la pénalité d'Étienne Boutet qui évalue un match de suspension. La nouvelle acquisition du côté de Tedford, Danny Gauthier, qui c'était un accident, c'était malgré lui, mais avait lancé la rondelle dans les partisans. Donc, on avait donné un 5 contre 3 là, de 2 minutes complet à Rivière-du-Loup qui en demandait pas tant. Donc, Maxime Saint-Cyr qui marque. Les Toutous, il y en avait, je ne sais pas si on a un chiffre officiel du côté de Rivière-du-Loup, il y en avait en tabarnouche. Les Toutous, donc, puis ensuite de ça, c'est la deuxième fois que Rivière-du-Loup réussit à faire ça, puis je vais dire 3 parce que le match suivant aussi, ils ont gagné leurs 2 matchs, mais tu sais, je disais Rivière-du-Loup, ce qui leur manque, c'est réussir à closer les matchs, donc garder leur avance en 3e, pas accorder le début, coup sur coup qui fait mal. Là, ben, on a réussi ça à Sorel vendredi passé, l'autre d'avant. Là, on a réussi ça à la maison contre Tedford. Quand on a pris les devants 2-0, c'est tombé 2-1, mais on a réussi à remarquer. Donc, on ne s'est pas fait remonter. Puis, le gardien a fait le travail. Si je peux faire une transition déjà vers le dernier match là, qui était Rivière-du-Loup à Jonquière. On a réussi à faire la même chose à Jonquière. Donc, on a réussi à closer le match puis ne pas donner la chance à l'équipe de revenir. Donc, on n'a laissé aucun but en 3e période là-bas. Donc, tous les buts se sont marqués avant la fin de la deuxième période. Puis, je pense que du côté de Rivière-du-Loup, c'est ça qu'on veut voir. T'sais, on veut voir la défensive produire. On a la défensive pour avoir quand on regarde le niveau de talent, on a une des défensives pour avoir une des meilleures du circuit, tant au niveau défensif qu'au niveau offensif. Je pense qu'on a vu ça là, en fin de semaine. Puis, 2 victoires également. Là, pour 2 victoires, puis 2 premiers buts dans la Ligue nord-américaine également samedi. Donc, Casey Kosecki puis Julien Gagné qui ont marqué leur premier but avec Rivière-du-Loup. Puis, avec ces 2 victoires-là, tombe exact, en égalité en 3e rang. Exact. Donc, ça bouge vite dans la Ligue nord-américaine quand on enfile un week-end de 2 victoires. Là, ça peut monter vite, comme ça peut descendre vite si on perd nos 2 matchs. Donc, un classement là, qui est très serré dans le milieu. Donc, 2 points qui séparent les positions 2 à 5. Il y a Laval là, qui est 4 points d'avance au premier rang. Puis, étonnamment, Tedford Mines au dernier rang avec seulement 5 points. J'ose imaginer que ça va se redresser à un moment donné. Là, comme Bob Barry l'a dit en entrevue la semaine dernière, c'est quand même encore une majorité de joueurs qui ont gagné la Coupe il y a 2 ans et qui ont fait la finale l'année dernière. Donc, on a quand même Étienne Marcoux devant les filets aussi. Donc, j'imagine que ça va se replacer, mais c'était
c'était pas en fin de semaine passée que ça s'est replacé, malheureusement. Si on regarde quand même, l'assurance n'a pas joué un mauvais match, a eu plus de tirs que l'adversaire, a peut-être manqué un peu d'opportunisme. On est encore en début de saison, on en a parlé du côté de la troupe de Bobby Barry, qu'on était dans les essais, mais là, je pense que va falloir commencer à trouver notre aire d'aller si on ne veut pas que les rivaux nous distancent trop au classement. L'équipe, en ce moment, qui a seulement 5 points au classement en général, est en dernière position. C'est ça, tu sais, faut pas paniquer, on panique pas du côté de Tedford, ça va se replacer, mais en même temps, c'est sûr qu'on veut pas justement là, que les autres commencent à se distancer trop au classement non plus. J'ai vu peut-être une petite nouvelle de dernière minute. Je suis allé, pendant que tu parlais, essayer de trouver justement le compte des toutous là, lors de la partie. Puis il n'était pas là, mais il y avait une autre information là, que les 3L viennent de publier. Dans le fond, c'est la suspension à Olivier Mathieu qui a été réduite de 8 à 6 parties pour les événements en fin de match là, du 21 octobre dernier. Il a déjà purgé 4 parties, donc il va en rester que 2 là, à la suspension. On devra avoir les renforts d'Olivier Mathieu là, sous peu. Ouais, donc ça doit faire quand même du bien de savoir qu'il va revenir début décembre au lieu de mi-décembre. C'est quand même 2 matchs, c'est quand même une différence, une bonne différence. Donc j'imagine que du côté 3, on aurait peut-être espéré un peu plus, mais j'imagine qu'on doit quand même être content là, que ça ait baissé un peu. Et Stéphane Bailey là, qui parle de la prestation de Montpetit là, qui était très bon. Justement, Stéphane Montpetit a été élu là, aujourd'hui première étoile là, de la dernière semaine dans la Ligue. La tenue des gardiens va très bien du côté des 3L. Tu as parlé de la défensive et l'attaque là, qui produit. Maxime Saint-Cyr là, qui a retrouvé sa touche. Ça va bien de ce côté-là également. Donc, les étoiles sont alignées en ce moment là, pour Rivière-du-Loup. Oui, mais 3 victoires de suite. Donc, on leur souhaite que ça continue. Les fans de Rivière-du-Loup ont mangé leur pain noir là, dans les 2-3 dernières saisons. Donc, on leur souhaite que ça continue. Puis, aussi, ils répondent à l'appel. Il y avait aussi une belle foule vendredi là-bas. Donc, yes. C'est un bon commentaire aussi. Il n'y a aucun but en 5 contre 5. Donc, du côté de Rivière-du-Loup. Donc, quand on parle de la défensive, je pense que c'est ça qu'on veut aussi. Donc, Dave, j'envoie le commentaire à Samuel. Oui, Samuel, effectivement. Ouais. Non, mais on va y aller un à la fois. Yes. Une petite question pour le quiz. Par contre, j'ai fait la question, puis pas de temps après, j'étais comme Colin, me semble que j'ai déjà posé cette question-là. OK. Je suis pas mal sûr que. En tout cas, je sais comme pas trop quoi. Lance-toi là, c'était pas ça. Je vais la poser, là, si je l'ai déjà posé, c'est en lien avec notre invité ou. De quoi? C'est en lien avec notre invité? Oui, c'est en lien avec notre invité, mais c'est parce que j'ai fini de travailler tard, puis. En tout cas, j'ai peu beaucoup de temps pour préparer mon quiz. Donc, on a gagné du côté de Philippe Desrosiers le trophée du gardien de l'année dans la Ligue canadienne de hockey. Donc, le junior là, qui englobe la Ligue de l'Ouest, la Ligue de l'Ontario puis la LHJMQ. Donc, on avait gagné en 2015 le trophée du gardien de l'année. Il y a 2 autres gardiens qui ont joué dans la Ligue nord-américaine qui ont déjà gagné ce trophée-là. Qui sont-ils? Puis, si je l'ai déjà posé, vous me le direz, là, parce que honnêtement, je sais pas. Ouais, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Ouais, en tout cas, si j'ai déjà posé, si vous vous rappelez des réponses, ben, dites-les. Donc, il y en a un. Et c'est des gardiens actifs ou pas actifs? Les deux sont pas actifs présentement dans la Ligue américaine. Là. On finit d'être actifs là, il y a quelques saisons. Il y en a un qui est un petit peu plus récent que les autres.
Stéphane Bailey qui dit Cédric Desjardins. Non, c'est un des bons qui a passé, mais non, pas Cédric Desjardins. Il y en a un qui a joué longtemps à Saint-Georges, puis l'autre qui a joué pour plusieurs équipes, Saint-Georges notamment, Real Laval, Valleyfield. Le peu de temps qu'il y a eu du hockey de la Ligue américaine à Valleyfield. Frédéric Deschênes. Oui, donc Frédéric Deschênes puis Adam Rousseau, donc les réponses sont sorties rapidement. Donc, je pense que tu l'as peut-être pas posé de bord, ça me dit rien. Ouais, peut-être. Mais ouais, donc Frédéric Deschênes puis Adam Rousseau qui sont les deux. Frédéric Deschênes qui était un des très, très bons gardiens qui a passé là, dans la Ligue nord-américaine. Dans les grosses années de la Ligue, on peut dire également, qui est un ancien choix des Red Wings de Détroit, puis Adam Rousseau qui n'avait pas été repêché, mais qui avait connu une carrière junior vraiment exceptionnelle. Aussi été très bon dans la Ligue nord-américaine, a gagné le trophée du gardien de l'année également. Frédéric Deschênes, je pense que c'était avec les Prédateurs de Granby. En temps de Michel Therrien. Ouais, c'est vrai, c'était le gardien dans ce temps-là. Puis, Mathieu Garon, Maxime Veilleux qui dit Mathieu Garon a gagné le trophée, mais malheureusement pas joué dans la Ligue nord-américaine. Ça aurait été le fun de voir Mathieu Garon jouer dans la Ligue nord-américaine. Donc, voilà. Donc, ça, puis oui, j'ai vu quelques commentaires là, que oui, un week-end, je ne savais pas si c'était possible. Un week-end sans bagarre. Donc, le hockey, oui, il y a quand même aussi plusieurs suspensions, mais ça n'a pas fait de hockey pour autant, mais je ne suis pas inquiet. D'après moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Ouais, ça, regarde, ça arrive, hein, un week-end. Des fois, il y a des batailles dans le feu de l'action et des fois, il n'y a pas de bataille. On a eu des bons matchs quand même. Là. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu du bon hockey parce que pour vrai, ça a été des bons matchs. Puis il y a eu beaucoup d'émotions dans ces matchs-là. Ouais, donc ça a été des bons matchs. Hausse des foules sans bagarre, c'est positif. Je pense qu'on peut voir ça d'un côté positif que c'est pas nécessairement en ayant plus de bagarreurs peut-être qu'on peut réussir à attirer les partisans dans les arénas. Les fans aiment encore ça. Je veux dire, quand il y en a une qui se produit, je pense que la foule démontre beaucoup d'enthousiasme. Donc, je pense que les fans aiment encore ça, mais je pense que les fans aiment aussi beaucoup juste d'avoir du bon hockey, puis d'avoir des beaux jeux, puis des joueurs qui se donnent sa glace, peu importe qu'il y ait des batailles ou non. Je pense que ça va tout ensemble. Je pense que la Ligue nord-américaine est reconnue pour le mélange de bons jeux, de haut calibre, d'émotions, puis dans le feu de l'action, c'est des choses qui arrivent, c'est du hockey. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas inquiet parce qu'on n'a pas eu un week-end d'après moi. Le hockey n'a pas changé. Le hockey n'a pas changé, ça va. Le hockey n'a pas changé. Ouais. Donc, sur ces belles paroles, David, je veux dire merci aux gens là, qui nous ont écoutés en grand nombre ce soir. Merci Philippe Desrosiers, là, qui était un généreux invité, qui, sur le fly, nous a quand même donné quelques petites anecdotes qui étaient savoureuses. Et il faut le dire aussi, là, c'est un gardien qui en fait voir de toutes les couleurs là, aux joueurs des autres équipes là, jusqu'ici depuis le début de la saison. Donc, c'était un plaisir de pouvoir le recevoir des joueurs de calibre, là, puis sur le balado ce soir. Donc, les matchs du prochain week-end, combien qu'on a de matchs? Là, encore un week-end de 4 matchs. Par contre, c'est un petit peu spécial comme setup. Les jeudis, hein, ça commence jeudi cette semaine. 2 matchs jeudi, 2 matchs vendredi. Donc le Cool FM à Sorel jeudi. L'Assurancière à Laval également jeudi. Puis vendredi, ça va être Laval à Jonquière, puis Rivière-du-Loup à Thetford. Donc, Rivière-du-Loup, Thetford qui peut prendre la revanche de Rivière-du-Loup de la semaine passée. Puis, j'espère que ça devrait continuer de faire des bons matchs. On le sait, Laval à Jonquière,
La dernière fois que Laval était à Jonquière, ça va passer un peu. Donc, déjà une bonne rivalité de partie entre ces équipes-là. Même chose, Thetford-Laval. Puis Georges Sorel se sont affrontés dans les 2 dernières années dans les séries. Donc, des bons matchs de rivalité en une petite nouvelle là, qu'on a oublié de dire en début d'émission, mon David. Et je vais en parler d'ici quelques secondes. Je me prépare. Parce que je vais avoir un lien à mettre en même temps. Mais la Ligue américaine de hockey là, a dévoilé un nouveau système là, d'une loterie en ligne pour l'instant. Donc, maintenant, les gens là, ont la possibilité de pouvoir participer du confort de leur salon là, au moitié-moitié. Et je vais mettre le lien là. Ça a commencé dans la semaine dernière. Déjà eu un premier gagnant là, qui a gagné 200 $. On a réussi à amasser pour... c'est quand même cool. Là. Je pense que c'était juste du vendredi au dimanche. Le deuxième tirage a déjà commencé. Et je mets le lien. Donc, le lien est dans le chat là, pour ceux qui veulent participer. Vous avez jusqu'à samedi à 22h pour pouvoir faire vos mises. Parfait. Super. Bonne chance à tous. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, on va vous souhaiter des bons matchs là, lors du prochain week-end. Ça commence jeudi. Et continuez, là, le message est clair, je pense, du côté des partisans de la LNH. On aime le produit que la Ligue offre en ce moment, des hausses là, dans toutes les arénas de la Ligue. Et puis, on est bien content de ça et je pense que vous aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié le balado et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.